Vous vous dites que vous êtes trop sensible, que vous surréagissez, que vous prenez tout trop à cœur, que vous ressassez le moindre détail, jusqu'à en avoir mal au ventre. Alors faites un test, là, maintenant. Observez ce qui se passe en vous à la prochaine tension, à la prochaine dispute, au prochain silence qui va peser dans la pièce. Votre réflexe, presque automatique, ça va être de chercher ce que vous avez fait de mal. Vous repassez le film dans votre tête, parfois pendant des heures, parfois même toute la nuit. Vous pesez chaque mot que vous avez prononcé, vous réécoutez le ton de votre voix, vous cherchez comment vous auriez pu dire les choses autrement pour éviter le clash. Mais vous avez tout essayé. Arrondir les angles, faire des efforts que personne ne vous demandait. Être plus patient, plus compréhensif, taire vos propres besoins et vos frustrations pour ne pas froisser l'autre, pour garder une espèce de paix qui tient mais sur du sable. Vous vous êtes dit, si je change, si je deviens la version idéale de ce qu'on attend de moi, ça va s'arranger. Alors bon, regardez le résultat en face. Ça n'a pas marché. Jamais. Et le pire, c'est que plus vous faites des efforts, plus on vous reproche de mal les faire. Plus vous vous effacez, plus l'exigence en face, grandit. Vous en arrivez à vous excuser pour des choses que vous n'avez même pas faites, juste pour que cette espèce d'hostilité s'arrête. Donc vous pensez que le problème, c'est votre hypersensibilité, votre communication, une sorte de faille dans votre caractère. Et c'est faux, complètement faux. Vous n'êtes pas en train de vivre une simple crise de couple ou un souci de dialogue. Non, vous êtes pris dans un piège invisible où la culpabilité a été retournée comme un gant, méthodiquement. Donc ce que vous ressentez comme un échec personnel, c'est en réalité la trace d'un mécanisme de manipulation psychologique. Alors on va regarder ensemble 3 scènes très banales, de celles qui reviennent tout le temps et dans lesquelles cette manipulation, elle se joue. Donc vous allez comprendre pourquoi votre propre empathie est donc du coup devenue votre pire ennemi. Et surtout, on va démonter ce mécanisme pièce par pièce pour essayer de retrouver votre lucidité. Donc restez avec moi jusqu'au bout parce que la 3e scène, c'est celle où presque tout le monde tombe dans le panneau sans s'en rendre compte. Donc pour comprendre comment vous en êtes arrivé là, il faut regarder comment fonctionne quelqu'un qui exerce l'emprise. Quand vous vivez avec une personne comme ça, sa priorité, ça n'est pas le bonheur à deux, ni le compromis, ni l'harmonie. Sa priorité, c'est le contrôle, mais un contrôle total de la relation, du récit et surtout de votre esprit, de votre tête. Sauf qu'elle a un problème à régler pour tenir ce contrôle, cette personne, dans la durée. Elle doit s'assurer que vous ne remettiez jamais son comportement en question. Parce que si elle était injuste ou tyrannique de façon trop évidente tous les jours, votre seuil de tolérance il finirait par exploser. Et vous partiriez. Donc la méthode la plus simple, la plus redoutable, c'est de faire en sorte que vous passiez 100% de votre temps et de votre énergie à douter de vous-même. Et c'est là qu'il y a une espèce d'engrenage qui se met en place. Parce que l'autre commet une injustice, un manque de respect qui est évident, mais pour ne pas avoir à l'assumer, il doit déplacer le problème ailleurs. Il prend un fait réel, un détail minuscule dans votre réaction, et il le déforme, il le grossit à la loupe, jusqu'à ce que ça devienne le sujet. Mais ce piège, il a une condition pour fonctionner, que vous y participiez, mais sans le savoir. L'emprise, ça marche pas sur les gens qui sont froids ou qui sont indifférents. Justement, ça s'appuie précisément sur votre empathie à vous, sur votre exigence envers vous-même, sur votre capacité à vous remettre en question. On prend finalement vos plus belles qualités et on les retourne contre vous, comme des armes finalement. On vous dit que vous êtes fou, que vous êtes folle, ou que vous inventez des histoires, ou que vous interprétez de travers, et que vous avez une mémoire sélective. Alors, au début, bien sûr, vous allez vous défendre. Vous sortez des arguments, de la logique. Face à votre résistance, l'autre, il va monter d'un cran. Ça va d'abord être un silence qu'on appelle punitif. Il va y avoir du mépris, des colères qui sont pas à la hauteur de ce qui se passe. Le message que votre cerveau reçoit, lui, en dessous de ces mots, c'est chaque fois que tu pointes mon comportement du doigt, tu vas le payer et cher. Donc pour survivre, votre cerveau, il s'adapte. Donc vous commencez à perdre confiance dans ce que vous percevez, donc vous-même. C'est exactement à ce moment-là que le piège va se refermer sur vous pour de bon. Vous vous mettez à noter les choses sur le téléphone, à vérifier vos messages pour être sûr de ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Du coup, vous n'êtes plus un partenaire, vous devenez une forme d'enquêteur de votre propre vie et vous êtes épuisé à essayer de démêler le vrai du faux. Vous n'avez même plus le temps de voir à quel point le comportement de l'autre est anormal parce que vous êtes trop occupé à vérifier
si ce n'est pas vous qui êtes en train de devenir fou ou folle. Donc la confusion a gagné. Vous avez arrêté de vous défendre contre l'injustice, pour commencer à vous défendre plutôt contre votre propre soi-disant folie. Pour rendre ça concret, on va sortir un peu de la théorie et je vous propose donc 3 situations que je vois revenir, souvent presque à l'identique dans mon travail. Donc ce sont des scènes banales en apparence, mais qui montrent parfaitement cette inversion de la culpabilité. Commençons avec Lucas. C'est samedi soir, donc sa partenaire doit le rejoindre au restaurant à 20h. 21h, il n'y a personne. Il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas un message, donc Lucas, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il est seul à sa table, il y a l'estomac qui est noué parce que lui, il craint le pire. Donc l'autre a fini par arriver vers 21h15, voilà, toute souriante, sans un mot d'excuse. Donc Lucas, la voix qui tremble un peu, mais posée, il dit simplement, je me suis inquiété, t'aurais pu m'envoyer un message. Ça, c'est une réaction saine, légitime. Celle de n'importe qui. Mais regardez ce qui vient en face. C'est pas des excuses. Il y a un soupir excédé et tu recommences avec ton flicage. Je cours toute la journée, j'ai pas une minute à moi, je viens ici pour souffler et la première chose que tu fais en me voyant, c'est de me sauter à la gorge et de me faire un procès. Ton besoin de contrôle, c'est étouffant et c'est même d'une toxicité rare. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer là? En 10 secondes. Le sujet de départ, c'était un retard d'1 heure, sans un mot pour prévenir. Ça a disparu. Le nouveau sujet, c'est devenu le prétendu problème psychologique de Lucas. Son besoin de contrôle, sa toxicité. Donc Lucas, il va passer le reste de la soirée à s'excuser, à essayer de prouver qu'il n'est pas jaloux, qu'il n'est pas étouffant. Là, dans ce cas-là, l'inversion, elle est complète. Le coupable devient la victime. Et la victime, demande pardon, à genoux. Deuxième histoire, c'est celle de Clara. C'est un dîner entre amis, donc son conjoint, là, il lance sur un ton forme de blague. De toute façon, Clara et l'argent, ça fait 2. Heureusement que je suis là pour surveiller les comptes, parce que sinon on serait à la rue. Alors évidemment, tout le monde rigole poliment. Clara, elle sourit jaune, parce qu'elle a été humiliée devant tout le monde, sur un sujet qui est totalement faux, parce que elle gagne très bien sa vie, et elle gère parfaitement ses finances. Plus tard dans la voiture, elle ose en parler. J'ai pas aimé ta blague tout à l'heure, ça m'a rabaissé devant nos amis. Et là, la réponse, elle tombe glaciale. Alors là, manquer d'humour à ce point, on peut plus rien dire avec toi. De toute façon, t'es d'une susceptibilité maladive. Tu gâches toutes nos soirées à cause de ton ego. Si tu supportes pas une blague, va consulter. Vous avez vu là encore le glissement? L'agression de départ, c'était l'humiliation au public qui se transforme en un nouveau défaut chez Clara. Son manque d'humour, son ego mal placé. On la pousse à croire que le problème, c'est pas la flèche qu'on vient de lui envoyer, c'est que sa peau est pas assez épaisse finalement pour encaisser. Alors, troisième histoire, celle dont je vous parlais au début, c'est la plus retorse finalement de toutes, et c'est celle de Marc. Un soir, sa compagne lui confie, les larmes aux yeux, qu'elle se sent délaissée, que Marc ne s'investit pas assez dans la relation. Touché, et lui, il culpabilise tout de suite. Donc il pose un après-midi de congé la semaine suivante et il organise une surprise, une sortie qui est rien que pour tous les deux. Le jour J, Marc, il attend sa compagne à la maison et tout est prêt. Donc elle rentre du travail, bien sûr avec 2 heures de retard, et puis elle s'écroule sur le canapé, elle allume son téléphone sans même le regarder. Donc évidemment, Marc il est déçu et il dit je pensais qu'on pourrait partir plus tôt pour la surprise. Et là la réponse elle tombe coupante. T'es sérieux là? Tu me fais culpabiliser parce que j'ai dû finir un dossier urgent? Après tout ce que je t'ai dit sur mon épuisement, toi, tu penses qu'à ta petite surprise pour te donner bonne conscience? C'est vraiment d'un égoïsme pur. Vous voyez là, le piège, il est diabolique. On prend une vulnérabilité qu'elle a partagée plus tôt et on s'en sert pour interdire à Marc la moindre déception. S'il exprime sa déception, il devient insensible et égoïste. Et s'il se tait, il valide que ses efforts ne valent rien. De toute façon, il est coincé des 2 côtés. Alors, si ces scènes font un écho un peu douloureux, si vous sentez ce frisson de déjà vu, posez les armes une seconde. Arrêtez de vous demander si vous êtes trop sensible, si vous en demandez trop, si votre mémoire vous joue des tours. Arrêtez de deviner, arrêtez de spéculer dans le vide. Dans une relation d'emprise, la confusion, ça n'est pas un accident. C'est une stratégie qui a été pensée pour vous, et surtout pour vous paralyser, pour vous empêcher de réagir. Donc, vous ne pouvez pas sortir cette confusion en vous appuyant sur des discussions avec la personne qui vous manipule, parce qu'elle redéfinira toujours les règles à son avantage. Il vous faut un repère extérieur, factuel, froid, aussi objectif qu'une équation. C'est exactement pour ça que j'ai construit un outil simple, mais à la fois rigoureux. C'est un questionnaire d'auto-évaluation, donc sans formule floue, sans psychologie de comptoir. Il liste des indicateurs comportementaux qui sont précis, c'est des signaux d'alarme concrets, des schémas de manipulation qui reviennent le plus souvent.
Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo en description. Prenez 3-4 minutes, pas plus. Ne restez pas dans une sorte de doute, à vous bouffer la santé mentale. Essayez d'obtenir une réponse claire sur ce que vous êtes réellement en train de traverser. Maintenant que le mécanisme est à nu, essayons de comprendre pourquoi il marche si bien sur vous. Pourquoi une personne intelligente, lucide, avec un vrai sens critique, se laisse enfermer dans un labyrinthe pareil. Eh bien, tout repose sur une confusion qu'on vous a appris à faire entre deux choses. La responsabilité et la culpabilité. Vous, dans votre façon de fonctionner, l'intégrité, c'est presque un réflexe. Donc, vous croyez que pour qu'une relation fonctionne, chacun fait sa part du chemin. Alors, quand l'autre vous exprime sa souffrance ou un mécontentement, même avec une méthode agressive, votre empathie, elle vous pousse à chercher votre part des responsabilités. Vous vous dites, si il ou elle est en colère, c'est que j'ai dû déclencher quelque chose, je dois réparer. L'agresseur psychologique, lui, il fonctionne à l'envers. Sa structure intérieure ne supporte pas la moindre faille. Reconnaître un tort pour lui ou pour elle, ça serait s'effondrer. La solution qu'il a ou qu'elle a, c'est de projeter à l'extérieur tout ce qu'il ne peut pas porter en lui. Sa colère, son insécurité, sa propre toxicité. Donc il vous les colle sur le dos. Et le piège est parfait parce que d'un côté, quelqu'un qui cherche à tout prix à se débarrasser de sa culpabilité, et de l'autre, vous, toujours prêt à porter la responsabilité pour préserver le lien. Donc une serrure finalement est sa clé. Donc vous devenez l'éponge de ses propres dysfonctionnements. Vous marchez avec un sac à dos rempli de pierres qui ne sont pas les vôtres, pendant que l'autre avance plutôt léger, sans aucun poids, en vous expliquant en plus que vous marchez mal. Ce doute permanent qui vous ronge la poitrine, cette boule au ventre avant de rentrer chez vous, cette sensation de marcher sur des œufs tout le temps, ça ne sont pas les symptômes de votre incompétence relationnelle, ce sont les marqueurs d'une situation d'emprise. Vous n'avez pas besoin de mieux communiquer, vous avez besoin de comprendre que les dés sont pipés depuis le premier jour. Essayez de graver ça quelque part en vous. La culpabilité qui vous étouffe chaque jour, ça n'est pas la preuve que vous êtes coupable. C'est la preuve que vous subissez une manipulation invisible et d'une violence qui est, elle, bien réelle. Et ça n'est pas vous. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas le problème de cette relation. Vous êtes la cible d'un système construit pour vous faire douter de votre valeur et de votre propre raison. Sérieusement, il est temps de poser ce sac à dos qui vous casse les épaules. Donc reprenez vos esprits, revenez aux faits qui sont bruts, loin des interprétations tordues qu'on essaie de vous imposer. Donc la première étape, celle qui vous ramène sur la terre ferme, c'est de regarder la réalité en face, sans filtre. Cliquez sur le lien en description pour faire cette auto-évaluation. Essayez de poser un diagnostic clair sur votre situation. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines clés qui vont vous permettre de démonter tous ces pièges et surtout de reconstruire votre confiance en vous et enfin reprendre le contrôle de votre vie. Parce que, évidemment, chaque pas compte, et bien sûr, on avance ensemble.